merci à vous tous qui regardez Shalom Télévision en ce moment. Merci aussi à ceux qui nous suivent depuis la radio. Vous êtes sur 88.0 Shalom FM. Bienvenue à vous dans cette émission spéciale Face à la caméra. Vous savez, quand c'est face à la caméra, c'est-à-dire c'est des découvertes à travers cette émission, des invités spéciaux que vous retrouvez dans cette émission Face à la caméra, et donc que des sujets intéressants que nous essayons d'aborder dans cette émission. Et aujourd'hui, nous n'allons pas plutôt dérober à cette règle. Nous allons rester dans le contexte de vous produire un bon travail et vous produire un très bon sujet, très alléchant, que vous allez aimer, et j'espère seulement que ça va attirer votre attention et vous serez très attentifs à la maison en train de nous suivre, et aussi de partout où vous êtes, vous serez intéressés par le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Déjà, laissez-moi vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2026. Pardon, qu'est-ce que je dis? 2025 qui va commencer. Je suis déjà en avance, hein, comprenez. Et donc, c'est l'espoir qui fait vivre. Donc, je disais, je vous souhaite une très bonne année 2025 qui s'annonce déjà, parce que ceux qui vont nous suivre, il y a certains qui nous suivront en dernière minute de 2024, mais il y a aussi ceux qui vont nous suivre déjà en pleine année 2025. Laissez-moi vous souhaiter une heureuse année en compagnie de Shalom à télévision, comme toujours, et donc beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions à vous de la part de l'Éternel. Alors, face à la caméra, aujourd'hui, nous allons recevoir un invité spécial, comme toujours, et celui-là va nous apporter un très bon sujet. Nous allons essayer de discuter ensemble, question de vous édifier sur certaines questions que vous posez à la maison dont vous n'avez pas de réponse, et ça sera pour vous une occasion aussi de découvrir beaucoup de choses. Alors, lui, c'est monsieur Gérard Luangou. Il est directeur de l'Institut national de la statistique ici dans la province du Haut-Katanga. C'est avec lui que nous allons discuter. Déjà, je m'en vais vous dire bonjour et bienvenue dans Face à la caméra. Bonjour madame et merci beaucoup. Alors, j'espère que vous allez bien. Oui, nous allons très bien. Merci. Ça a été une très bonne année 2024? Oui, l'année 2024 n'a pas été aussi rose qu'on le souhaitait, mais quand même ça va. Quand même ça va. Oui. Et on espère que 2025 sera plus que ce qu'a été 2024. Oui, oui. On l'espère vraiment. En tout cas. Alors, ici avec vous, nous allons essayer de parler d'abord de votre institution. Déjà, j'ai dit que vous étiez directeur général, directeur provincial de l'Institut national de la statistique. Les gens se demandent, est-ce que c'est l'école statistique qu'on connaît ou c'est pas? Dites-nous, c'est quoi cet institut? Ok, merci beaucoup. L'Institut national de la statistique, ce n'est pas une institution supérieure. Donc, ce n'est pas une école. Ce n'est pas une école comme l'Institut supérieur de la statistique. L'Institut national de la statistique, c'est un service public. Okay. C'est un service public qui dépend du ministère du Plan. Mais c'est un service à caractère scientifique. Okay. C'est ça sa particularité. Et c'est une institution qui a pour objet de fournir les informations statistiques que l'autorité doit utiliser pour sa prise de décision. Okay. Donc, ça veut tout simplement dire que tout ce qu'il y a comme indicateurs socio-économiques et démographiques dans notre province en particulier et de la République démocratique du Congo en général sont produits par l'Institut national de la statistique. Donc, en partant par les taux de chômage, taux de pauvreté, taux d'accès à l'électricité, accès à l'eau potable, tout ce qui est information statistique, c'est produit par INS. Et on le fait souvent sur demande personnelle ou peut-être même sur demande des partenaires. Donc, vous êtes dans tous les domaines? Oui. C'est-à-dire, vous fournissez des chiffres aux autorités dans tous les domaines confondus? Oui, oui. On n'a pas un secteur clé. OK. Parce que tout ce qui est statistique, information statistique, doit être fourni par l'INS. OK. Je peux donner un exemple. Oui. Je ne sais pas, est-ce que, par exemple, quand on parle de vaccination, oui, est-ce que vous êtes dedans pour savoir combien de gens seront vaccinés ou combien ont été vaccinés, par exemple? Bon, pour ça, on partage des statistiques avec le ministère de la Santé. OK. Ouais, donc, nous sommes dedans parce que c'est nous qui produisons les projections de la population. Mais, vous voyez, nous sommes dans un système qui est décentralisé. Donc, même au niveau des services, chaque ministère a le droit
de faire ces statistiques pour une utilisation interne. Ok. Et même avant de passer à la vaccination, ils peuvent ils peuvent produire leurs chiffres et après passer à la vaccination. Mais malgré cela, ils ont l'obligation de transmettre ces statistiques chez nous. Après tout, ils remettent ça chez vous. Oui, on a l'obligation. Donc, ils ont l'obligation de le faire et nous aussi, on a l'obligation d'aller récupérer ces statistiques. C'est-à-dire, s'ils ne viennent pas vers vous, c'est vous qui allez vers eux pour récupérer. Oui, on doit récupérer ça pour garder ça dans nos bases de données qu'on a au niveau de l'institution. Mais pourquoi vous dépendez du ministère du Plan? Oui, parce que tout commence par le plan. Okay. En réalité, le développement d'un pays passe par le plan. On ne peut rien faire sans le plan. Okay. Et donc, quand on parle de planifier, ça veut dire la planification commence par se fixer les objectifs. Et quand on se fixe les objectifs, on doit savoir les évaluer. Et quand on dit évaluer directement, on voit les statistiques, on voit les chiffres. Vous voyez, on dit souvent, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Alors, avec les statistiques, ça permet au ministre du Plan, par exemple, de se dire que non, avec la politique qu'on est en train de mener, que le gouverneur de la province est en train de mettre en place, moi, je suis son planificateur, mais je dois pouvoir évaluer ce que les autres ministères sont en train de faire. Okay. Vous voyez. Par exemple, on a dit qu'on va asphalter autant de kilomètres. Normalement, le ministère du Plan doit pouvoir dire à la fin de l'année, ou même à la fin de leur plan quinquennal, combien de routes ont été asphaltées, pourquoi peut-être on n'a pas atteint l'objectif, et ainsi de suite. Donc, on doit se fixer des objectifs. Par exemple, on doit donner l'accès à l'eau potable aux ménages. Avant même de commencer ces projets-là, on doit d'abord savoir quel est le pourcentage des ménages qui ont accès à l'eau potable. À l'eau potable. Ouais. Et c'est nous qui produisons ces statistiques-là. Et donc, c'est au sein du ministère du Plan. Et quand on donne cette information-là, maintenant, le ministère qui a dans ses attributions l'accès à l'eau potable va maintenant travailler. En fonction du plan qui a été élaboré. Et ce plan a été élaboré au ministère du Plan en collaboration avec vous. Oui. Oui, nous, on a produit les statistiques pour permettre l'élaboration du plan. Parce qu'avant d'élaborer le plan, il faut avoir les statistiques de base pour savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. En tout cas, je comprends que vous êtes vraiment indispensable dans tout ce qui va, parce que ce que je comprends, moi, c'est que la réussite, tout comme l'échec du résultat attendu par le gouvernement provincial, parfois ça dépend de vous. Non, ça ne dépend pas de nous, parce que nous sommes une équipe d'évaluation. À supposer que vous dites, par exemple, pour l'eau potable, vous dites, il y a par exemple 100 ménages, alors qu'en réalité, il y en a 1000. C'est-à-dire, vous induisez en erreur le gouvernement provincial. Bon, là, maintenant, ça veut dire que si on ment, alors que nous sommes un service scientifique. Donc, on a toute une méthodologie qu'on met en place pour arriver à produire des statistiques qui ne peuvent pas être contestées en réalité. Ouais. Même au niveau des indices des prix sur le marché, tout ça. Donc, quand il y a eu inflation sur le marché, c'est nous qui produisons qu'il y a eu inflation. Les prix ont haussé sur le marché. On donne l'information à l'autorité, mais c'est à l'autorité maintenant de développer des stratégies pour pouvoir lutter contre cette inflation, contre peut-être le banditisme, contre tout ce qu'il y a comme phénomène. Et l'autorité, s'il veut évaluer son action, il peut toujours revenir chez nous pour qu'on puisse évaluer, voir si l'action qu'il a mise en place a gain de cause ou pas. Parce que, donc, vous êtes les hommes de terrain, si je comprends bien. Oui, nous sommes des hommes de terrain. Nous sommes des hommes de terrain, mais on ne se limite pas seulement au terrain. Parce qu'une fois qu'on a terminé de collecter les données, on doit les analyser, on doit les traiter pour arriver à fournir l'information. Parce qu'on collecte les données, mais on doit fournir l'information à la fin. Et cette information doit être chiffrée et ça doit permettre à une bonne prise de décision. Mesdames et messieurs, j'espère que vous venez de comprendre et vous venez par cette explication du directeur provincial. Vous avez fait la différence qu'il y a entre l'Institut statistique que vous connaissez et l'Institut national de la statistique que nous venons de vous présenter ici avec Monsieur Gérard. Et donc, partant de cette façon de faire, partant de vos obligations, vous avez fait une évaluation dans le domaine alimentaire. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Oui, nous avons mené cette année une étude qu'on appelle évaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation d'urgence. Bon, le mot alimentaire peut faire
peut faire croire aux gens seulement que ça touche seulement les domaines alimentaires, mais en réalité, ça touche plusieurs domaines. OK. Parce que notre alimentation ne dépend pas seulement d'un seul facteur. Il y a le climat, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a même l'emploi, il y a même les revenus, tout ça. OK. Et donc, c'est cette étude qu'on a menée cette année donc, sur la sécurité alimentaire dans notre province du Haut-Katanga en particulier, mais nous avons eu la chance de couvrir les 4 autres provinces du Grand Katanga. Notamment Notamment la province du Lualaba, Tanganyika et Olomami. Olomami. Oui. Et donc là, c'était après demande du partenaire, vu l'expertise qu'on a. Comme c'est ici où il y avait l'ancienne direction provinciale de l'INS dans le Haut-Katanga. Encore quand nous étions dans le Grand Katanga. Alors, on a quand même l'expertise qui ne date pas de maintenant. Okay. On a un peu de l'expertise dans ces genres d'évaluation. Et on a demandé qu'on puisse nous permettre d'accéder dans ces provinces-là. Mais on a travaillé avec les gens de ces provinces. Ok, de trois autres provinces. De ces 3 autres provinces. Okay. Alors, évaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation d'urgence dans les provinces de Tanganyika, Lualaba, Olomami et Haut-Katanga. Oui. Dites-nous, on va rester, parce que c'est une matière tellement très vaste. Oui. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions rester dans le Haut-Katanga. Oui, Peut-être que prochainement, on aura le temps d'évaluer les autres provinces. Mais dites-nous exactement pour le Haut-Katanga, qu'avez-vous fait exactement? Oui, bon, c'est la même méthodologie partout. Donc, nous avons évalué. Donc, nous avons posé des questions aux ménages. Aux ménages, donc, on a tiré un échantillon qui est représentatif. OK. Qui est représentatif, ça veut dire qu'il y a un échantillon qui représente chaque couche de la population qui vit dans le Haut-Katanga. En partant du milieu urbain jusqu'à même dans le milieu rural, du plus riche au plus pauvre et partout. Et nous avons posé des questions sur plusieurs aspects. Sur l'alimentation, sur les stratégies que les ménages utilisent pour se nourrir, les dépenses des ménages, l'économie, donc les revenus des ménages, l'utilisation des services sociaux de base, entre autres l'accès à la santé, à l'éducation, les chocs que les ménages ont connus, et j'en passe. Donc on a touché plusieurs domaines et tout ça, c'était pour nous amener à produire l'indice d'insécurité alimentaire. OK. Oui, donc c'est l'indicateur de base qu'on a pu produire. Alors, comment l'avez-vous fait, au fait? Vous êtes descendu sur terrain, physiquement, pour le faire, ou avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, c'était facile pour vous, par exemple, de consulter ceux qui ont déjà Internet, vous lancez des messages par Google, Facebook, ainsi de suite, quelqu'un peut trouver votre, comment on appelle ça encore, grille, comment on appelle ça quand vous faites des évaluations? Des formulaires. Des formulaires. Quelqu'un peut tomber sur votre formulaire comme ça, en ligne, et puis il répond à la question, ou vous vous êtes dit, nous restons dans l'analogie, nous descendons nous-mêmes physiquement sur terrain. Ok, merci beaucoup pour la question. En réalité, vous savez, si on se dit qu'on va envoyer ça par mail, c'est compliqué. Donc directement, on va exclure une grande partie de la population. Alors que notre unité de base d'analyse, c'était le ménage. Ok. Donc on a tiré un échantillon, comme je vous ai dit, représentatif sur toute l'étendue du Haut-Katanga. On a tiré. Donc, parce que nous, à l'INS, nous avons déjà divisé toute la province en ce qu'on appelle les zones de dénombrement. Okay. Donc, ce sont des petits espaces géographiques dont la population est estimée entre 1000 et 1200 personnes. Okay. Donc, c'est une affaire de 200-300 ménages. Parfois, on peut arriver jusqu'à 500 villes, l'évolution rapide de la démographie dans notre ville, aussi, surtout. Mais quand même, ce sont des petits espaces qu'on peut dénombrer facilement. Et donc, on avait une méthodologie. La première méthodologie commence d'abord par au niveau de notre bureau, où on tire les zones de dénombrement. Après avoir tiré les zones de dénombrement, on envoie les enquêteurs. Donc, les enquêteurs sont d'abord formés par l'INS. On les forme sur les notions d'insécurité alimentaire. C'est quoi la sécurité alimentaire? Comment on évalue? Les questions qu'on doit poser? Les défis, et ainsi de suite. Après la formation des enquêteurs, qui prend souvent 5 jours, donc 5 jours de formation, on les envoie sur terrain, mais ils ne partent pas seuls. Ils partent avec les chefs d'équipe, les superviseurs qui sont sur terrain. Et pour la province du Haut-Katanga, il y avait un superviseur qui était venu du gouvernorat, qui est délégué, mais qui travaille au niveau de la division de l'agriculture. Et
nous sommes descendus sur terrain avec les enquêteurs. Et les enquêteurs se sont présentés devant les ménages. Devant les ménages. Et une fois dans les ménages, les chefs de ménage ou son représentant on lui administrait un certain nombre de questions. On lui administrait ces questions-là qui cadrent avec la sécurité alimentaire, donc son alimentation, les dépenses qu'il fait pour l'alimentation, les dépenses qu'il fait pour autre chose, comment il fait pour manger, est-ce qu'il est rassasié quand il mange, il ne suffit pas seulement de manger, il faut aussi être rassasié. Il faut être rassasié, donc il y a plusieurs facteurs, je pense qu'on va plus en parler. Déjà en parenthèse, il y a une anecdote qui dit lorsque quelqu'un mange et finit tout dans l'assiette, c'est qu'il n'est pas rassasié. Bon, je sais pas, que quelqu'un peut finir tout dans l'assiette parce qu'il ne veut pas gaspiller, il ne veut pas jeter, mais il est déjà rassasié. Mais c'est parce que c'est pas seulement se rassasier en réalité. Parce que bien manger, il faut manger aussi quelque chose qui est nutritive. Qui est nutritive. Donc, et je continue d'abord à expliquer la méthodologie. Bien sûr, ça c'était une parenthèse. Donc, après cette méthode, donc après la collecte des données, donc ménage par ménage, donc on ne prend pas tous les ménages dans un millier. On fait un tirage. Donc au niveau de la zone de dénombrement, on tirait 10 ménages dans chaque zone de dénombrement. Et à partir de ces 10 ménages dans chaque zone de dénombrement, on a pu couvrir toute l'étendue du Grand Katanga. Et bon, du Grand Katanga, mais du Haut-Katanga. Donc, par exemple, pour la ville de Lubumbashi, nous avons couvert 150 zones de dénombrement. Dans les 150 zones de dénombrement, donc, si on fait x10, donc on a pu toucher 1500 ménages dans la ville de Lubumbashi. Dans toutes les communes confondues. Toutes les communes confondues, les aires de santé, zones de santé, tout ça, donc c'est confondu. C'est confondu. Et c'est à partir de ces ménages-là qu'on a fait maintenant les extrapolations et nos calculs pour pouvoir estimer les taux d'insécurité alimentaire dans la ville et dans tous les territoires qui composent notre province du Haut-Katanga. Alors, dites-moi un peu, parce que je sens que c'est vraiment un grand travail que vous êtes appelé à faire. Vous avez une équipe, comment je dirais, efficace pour arriver à cela, une équipe permanente où vous recrutez par occasion ou par demande, par travail qui se présente. Nous avons d'abord une équipe permanente. On a une équipe constituée des experts dans ces domaines, pas seulement dans le domaine de sécurité alimentaire, parce que vous avez, comme on a dit au début, INS est un service multisectoriel, donc on touche tous les secteurs. Donc nous sommes une équipe constituée des économistes, des statisticiens, des démographes, des gens qui ont fait des formations en santé publique, des gens qui ont fait des formations en sécurité alimentaire, donc dans plusieurs domaines. Maintenant, vous savez, 100 500 ménages, on ne les couvre pas facilement. C'est ça aussi. Mais l'effectif qu'on a ne nous permet pas aussi de couvrir, de faire ce genre d'études nous-mêmes. Et donc, on fait les appels. On fait les appels ponctuels, quoi, pour 2 semaines, 1 mois au maximum. Et ce sont les gens qui sont payés par service rendu. Oui, c'est ça. Donc, on les appelle les enquêteurs. Donc, ce sont les enquêteurs consultants qu'on recrute. Mais des préférences, on préfère prendre dans les services publics. Les gens qui ont un peu d'expérience et qui ont déjà travaillé dans ce genre de domaines, donc quelques personnes au niveau des services nationaux des statistiques agricoles. On prend peut-être au niveau de la santé une personne, on prend quelques personnes. Et quand on voit que le nombre n'est pas... Parce qu'il faut toujours penser comment renouveler notre base de données des enquêteurs. Parce qu'en réalité, on a une base de données des enquêteurs qu'on utilise régulièrement dans nos enquêtes. Alors, c'est toujours donc, vous faites toujours appel des nouveaux qui n'ont pas d'expérience dans les enquêtes. On les forme aussi dans les enquêtes et ils descendent sur terrain. Mais tout ça, ça demande des moyens. Permettez-moi de vous demander, parce que vous dépendez de l'État congolais, et ici en province, je suis sûr que vous dépendez du gouvernement provincial. Est-ce que les moyens sont mis à votre disposition pour arriver à produire ce travail? Bon, pour cette étude, on a eu le financement du PAM, du Programme alimentaire mondial. C'est le Programme alimentaire mondial qui a voulu nous financer pour mener cette étude. Et c'est un défi qu'on a au niveau de la province parce que
produire les statistiques demande des fonds. Oui. Envoyer les gens sur le terrain, ça demande des fonds. Il y a l'heure de déplacement, l'air per diem, il faut les nourrir. Même l'air formation, tout ça, on ne réécrit pas n'importe qui. Bien sûr. Ouais. Il y a aussi le côté moralité qu'on doit aussi essayer de voir. Parce que vous savez que facilement, on peut mentir. Hein? Quelqu'un peut ne pas aller dans un ménage et il voit qu'il était dans un ménage. Alors, on met en place des garde-fous pour éviter que ce genre de choses nous arrivent. Et donc, au-delà qu'on peut recruter les gens de l'extérieur, mais on fait tout notre possible pour que les chefs d'équipe et les superviseurs soient les gens de la maison, donc de l'INS, et qui maîtrisent bien le métier. Et quand on trouve que, par exemple, il y a un enquêteur qui ne connaît pas bien les informations, parce qu'on a les capacités et les moyens de le faire, de contrôler la qualité des données qui sont en train de collecter sur terrain, directement, on résidie le contrat. On peut même le faire arrêter, parce que quand vous mentez sur les informations statistiques, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Il y a même une loi qui nous protège. Parce que vous risquerez d'induire en erreur l'autorité. Oui. Même les ménages n'ont pas le droit de mentir en réalité à nos informations, parce qu'il y a la loi qui exige aux ménages et donc toute personne physique ou morale de répondre aux questionnaires présentés par l'Institut national de la statistique, parce que c'est pour notre bien en réalité. Oui, oui. Mais parfois, le Congolais est parfois indifférent. Le Congolais est dans sa bulle, se dit, bon, on vient me poser des questions, c'est chez moi ici. Si je veux, je réponds. Si je ne veux pas, je ne réponds pas. Oui. Ou je dis ce que je veux, au lieu de dire la vérité. Ce sont des cas qu'on a déjà eu. D'ailleurs, ça me pousse à vous demander quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été buté pour arriver à faire cette évaluation. Oui, vous pouvez arriver comme ça dans un ménage, le chef du ménage ne veut pas vous recevoir. Okay. Il est même fâché, il ne veut pas vous recevoir, il vous dit je ne vais pas vous répondre. Ou bien s'il arrive et que vous êtes en train de parler avec sa femme, il peut être jaloux, il dit que comment tu peux parler avec ma femme alors que moi je ne suis pas là, vous voyez tout ça. Alors, mais parfois même quand on présente l'ordre de mission, qui est visé par les autorités de la place, parce qu'on n'est pas directement au niveau des ménages. Hein. On respecte un peu la hiérarchie. Donc ça veut dire, on vise au niveau de la mairie, pour la ville. Ouais, mais quand on quitte, on vise au niveau des gouvernorats, on vise au niveau de la mairie, au niveau des territoires, au niveau des communes, jusqu'à même au niveau des quartiers. Donc ils sachent qu'il y a les agents qui sont en train de faire leur travail. Et ils ont besoin de votre protection en cas de problème pour que vous puissiez les secourir rapidement et ainsi de suite. On a eu des cas où on arrive dans des quartiers où il y a l'insécurité, vous savez, ça existe. Où on peut croire que vous venez avoir des informations sur les ménages pour que demain vous venez la nuit les cambrioler. Donc on a eu ce genre de situations plusieurs fois. Mais en réalité, ce sont des choses qu'on a appris, qu'on m'a géré. Et donc pour nous, c'est normal. Mais c'est une obligation pour les ménages de répondre aux questions et de donner des réponses véridiques. De ne pas cacher les choses. Nous aussi, on a l'obligation de protéger ces informations-là. On n'a pas le droit d'aller divulguer les informations que j'ai trouvées dans votre ménage à d'autres personnes. Vous prêtez serment? Je jure de dire. Oui, en réalité, oui, dans la loi statistique, bon, dans les décrets, parce qu'on cherche à transformer ça en une loi. En réalité, il y a des experts qui devaient passer. Donc, il y a les secrets statistiques, c'est comme ça qu'on appelle ça. On ne peut pas prendre les données du ménage X. On arrive avec ça au bureau, on diffuse ça parce qu'on publie les données. On diffuse ça sans avoir pris le temps de les anonymiser. On ne peut pas faire ça. Donc, nous, notre mission, c'est à la fin, on produit les données statistiques qui sont anonymes, des tableaux statistiques où on ne peut pas identifier ça, c'est les ménages des tels. Ou bien des tableaux qui vont créer une discrimination entre nous-mêmes. Il y a des sujets très sensibles qu'on collecte souvent. Des données très sensibles qu'on collecte. Et donc, si on n'arrive pas à avoir la confiance des ménages, c'est tout un problème pour nous. Parce que les ménages, ça fait partie de notre... Ils font aussi partie du système statistique. Parce que si elles ne nous donnent pas les bonnes informations, on ne pourra pas bien faire le travail. Donc, on est lié avec eux. Et si elles veulent les développements, ils sont obligés à collaborer avec nous. En tout cas, jusque-là, je voudrais un peu revenir sur le soutien du programme alimentaire mondial. On sent que pour cette évaluation, c'est le PAM qui vous a accompagné. Mais revenons sur le financement du gouvernement. Est-ce que, à part ça, le gouvernement a l'habitude de vous accompagner dans ce que vous devez faire comme démarche? Bon,
Déjà, le gouvernement nous paye notre salaire. Donc, le salaire est payé par le gouvernement. Je pense que c'est une façon de nous soutenir. Non, ça, c'est différent. Vous êtes fonctionnaire Oui. et vous avez droit à votre salaire. Oui. Ça, en tout cas, on ne peut pas s'en passer. Oui. Mais il y a des cas où, par exemple, prenons le cas ici, où vous devrez faire cette évaluation. Oui. Et vous avez besoin de descendre sur le terrain. Oui. À supposer que PAM n'était pas là. On ne devait pas faire cette évaluation, pour dire vrai. Parce qu'en réalité, là, maintenant, ça dépend du bon vouloir du ministre du Plan, OK. et du gouverneur, et même du président de la République, ou même du Premier ministre. Mhm. Mais souvent, c'est les partenaires. Donc, s'ils ont besoin d'informations dans tel secteur, ils mettent en place les moyens. Non, si je comprends bien, c'est-à-dire que votre institut n'est pas budgétisé ou n'est pas inclus dans le budget produit par la province ou par le gouvernement central. Seulement, vous dépendez des partenaires qui peuvent être, comment je veux dire, qui peuvent être abordables ou qui peuvent être intéressés par votre projet et qui viennent vous soutenir. Bon, quand vous dites n'est pas budgétisé, ça veut dire... Oui, je comprends peut-être que, c'est-à-dire, le gouvernement se dit, bon, de toute façon, ils vont avoir des partenaires. Passons à l'essentiel. Bon, bon, je ne sais pas, hein. Je n'ai pas encore vu le budget. Mais normalement, l'Institut national de la statistique devrait être budgétisé pour quelques études, par exemple. C'est pour revenir maintenant à ma question, pour vous dire, est-ce que vous êtes soutenu? Le salaire, c'est votre droit. Oui. Mais quand il s'agit de descendre sur les terrains, Monsieur Gérard, quand il s'agit de recruter des gens pour la formation, Oui, les ça, envoyer sur les terrains pour aller faire des évaluations dans des ménages, Oui. est-ce que vous êtes soutenu par le gouvernement provincial en termes de financement? Bon, jusque-là, non. Pour dire vrai, jusque-là, non. La seule étude qu'on avait fait avec le gouvernement provincial, d'ailleurs, jusqu'à présent, bon, ça pose problème, c'était une étude sur les sentiments d'insécurité. Et on avait fait ça, on avait eu l'appui verbal d'abord, hein, mais financièrement, après, ça n'avait pas tenu. Okay. Parce qu'on doit faire la part des choses. Comme je vous ai dit, INS est aussi composé des enquêteurs. Donc, au-delà du fait qu'il y a des projets pour lesquels on a besoin de financement, mais il y a des statistiques sur lesquelles on n'a pas besoin de financement. Okay. Parce qu'il y a un salaire. Bon, si on te paye ton salaire, c'est pour faire quel travail? C'est un travail de collecte aussi. Okay. Ouais, mais il y a maintenant des projets de grande envergure comme celui-ci, où on a besoin d'avoir plusieurs personnes sur le terrain, où on a besoin de financement. Mais par exemple, il y a d'autres statistiques où, avec l'effectif que j'ai au sein de l'Institut, on peut monter le projet, on descend sur terrain, on collecte les informations. Mais je peux simplement préciser que même les frais de fonctionnement ne sortent pas. Ouais. Il n'y a pas les frais de fonctionnement. Donc ça fait souvent que ça rend souvent même la vie difficile. En tout cas. Donc on a même du mal même à envoyer les enquêteurs sur terrain parce que il est payé pour faire ce travail-là. Mais la descente sur terrain, il faut peut-être un peu de transport. C'est le minimum, ça ne vient pas et souvent c'est vraiment difficile. Ça pose problème. On ne peut pas mentir en disant qu'on est soutenu par la province ou même par le gouvernement. Donc c'est un service, qui est oublié. J'aime votre franchise. C'est un service qui est oublié alors qu'on ne peut pas se développer sans statistiques. Bien sûr. C'est impossible parce que tant qu'on travaille sans données, on fait de la navigation à vie. Parce qu'on doit pouvoir savoir chaque année combien de ménages on a fait sortir de la pauvreté. Le gouvernement doit pouvoir savoir ça. Avant notre mandat, combien de ménages vivaient dans la pauvreté. Et aujourd'hui, ils sont à combien? Aujourd'hui, ils sont à combien? Est-ce que ça a diminué? Est-ce que ça a augmenté? Il y avait combien de chômeurs? Il y avait combien de sans-emploi? Combien d'agents avaient de l'emploi précaire, donc mal rémunéré? Donc, ce sont des informations qu'ils devaient avoir. Et maintenant, travailler pour réduire ce genre de choses. Donc, c'est un travail qui devait être fait par le gouvernement. En tout cas, je suis sûr que les autorités provinciales sont en train de nous suivre en ce moment. Question de soutenir le travail énorme que vous faites, parce que à voir ce que vous faites sur le terrain, quand je suis en train de parcourir cette évaluation, je me dis que ça vous a pris vraiment beaucoup de temps. Et si PAM n'était pas là, en tout cas, je ne sais pas. Alors, le gouvernement est en train de nous suivre. Alors, je reviens sur le thème, sur le sujet. Évaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation d'urgence. Oui. Pourquoi en situation d'urgence? Vous pensez que le Haut-Katanga est dans la situation d'urgence? Oui, nous sommes en situation d'urgence. Urgence par rapport à quoi? Par rapport à la crise. Parce que quand même on prend l'initiative de faire une évaluation approfondie de la sécurité alimentaire, ça veut dire qu'on sent comme si on est en insécurité alimentaire.
Et donc, permettez-moi d'abord de définir d'abord c'est quoi la sécurité alimentaire. Bien sûr. De manière simple. Donc, on parle de cela, donc selon la définition au niveau du Forum mondial de l'alimentation, en 1996, on avait défini la sécurité alimentaire comme quand tous les êtres ont à tout moment donné l'accès physique et économique à une nourriture saine, nutritive et qui est en mesure de satisfaire leurs besoins énergétiques et même aussi de leurs préférences alimentaires. Alors donc, pour faire simple, c'est quand une personne arrive à manger une nourriture de qualité, en quantité suffisante, dans les temps et dans l'espace. Vous voyez. Et donc, ça veut tout simplement dire qu'on ne doit pas manger aujourd'hui en ayant peur de manquer à manger demain. On ne doit pas manger aujourd'hui la même nourriture chaque jour, le foufou Thompson. Foufou Thompson. Là, ça veut dire qu'on ne diversifie pas notre nourriture. On a même donné un nom, hein? Tchakula Tchetou Tchakila Siko. Vous voyez. Donc, ça veut dire que ça, c'est une situation d'insécurité alimentaire. Tu peux être là, tu penses que tu manges, tu es rassasié, mais au niveau de l'organisme, tu n'es pas en sécurité alimentaire. Tu n'es pas en sécurité alimentaire parce que tu n'arrives pas à diversifier ton alimentation. Peut-être que tu manges, mais tu n'es pas rassasié. Donc, tu n'arrives même pas à satisfaire tes besoins énergétiques dans l'alimentation. Et même l'apport nutritif de ces aliments n'est pas satisfaisante. Et ça, ce n'est pas vraiment intéressant. Et pourquoi on dit en situation d'urgence maintenant? Vous savez, pour tomber en insécurité alimentaire, il y a plusieurs causes. Il y a des causes qui sont structurelles et conjoncturelles. Mais ça, je ne vous apprends pas. Nous sommes une population, un pays à revenu faible. Vous voyez, un pays à revenu faible. Déjà, nous sommes un pays à revenu faible. Et au-delà de ça, on se retrouve dans une situation où, surtout ici dans le Haut-Katanga, c'est de l'année 2024, on a connu beaucoup de temps de sécheresse. On n'a pas eu la pluie. Or, la nourriture de base, c'est la farine de maïs. Le foufou. Alors, on se retrouve dans quel genre de situation? Le ménage est touché par ces chocs-là des changements climatiques. Bien sûr. Ces chocs-là vont directement encore, parce que les prix, comme il y a eu ces sécheresses, donc le prix de la farine va augmenter sur le marché. Donc, on va connaître une inflation. Alors, le ménage déjà qui a un revenu faible va se retrouver en difficulté même à se nourrir. Normalement. Et donc, c'est déjà une situation d'urgence. Au-delà de ça, les réchauffements climatiques qui continuent à nous frapper de plein fouet. Ouais, là, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, on ne vit pas seulement pour manger. Il y a aussi d'autres besoins élémentaires. Bien sûr. Comme l'éducation des enfants, la santé, etc. Donc, il y a quand même des besoins essentiels. Et imaginez-vous maintenant, dans ce genre de situation, il y a décès des membres du ménage, ou bien un membre du ménage tombe malade. Même les ressources, le peu des ressources qu'on devait orienter vers l'alimentation, on se voit l'orienter vers la santé. Et on se pose dans la tête comment on va faire pour manger demain. Et quand on se pose ce genre de questions déjà, donc ça veut dire qu'on a peur de manquer à manger demain. Ça veut dire que déjà nous sommes dans une situation d'insécurité alimentaire. Est-ce que c'est ce que vous avez découvert sur le Haut-Katanga, parlant de cette situation de la sécurité alimentaire? Oui, c'est une situation vraie dans notre province du Haut-Katanga. Mais bon, les territoires, parce que si je dois donner les chiffres, les territoires les plus touchés par l'insécurité alimentaire, c'est le territoire de Pweto et Mitwaba. Donc pour la ville de Lubumbashi, quand on prend l'indice d'insécurité alimentaire, on est à 9,6%. Donc 9,6% des ménages étaient en insécurité alimentaire dans la ville de Lubumbashi. Maintenant, dans les deux territoires où on a connu la prévalence la plus élevée, on était au-delà des 50%. Donc, même les territoires de Kassenga, on était à 51%. Les deux autres là, Mimitoba, on était à 82,2%. Et Pweto, je pense qu'on était dans le 70 quelques %. Mais pour les deux territoires, c'est quoi la cause au fait? Parce que vous avez été sur le terrain. Oui, c'est ce que j'ai été en train de vous dire. Donc, les causes, d'abord, nous avons une population pauvre.
C'est-à-dire que les deux territoires ont été beaucoup plus touchés par ce que vous avez évalué ici, alimentaire. Oui, par rapport aux autres provinces. C'est-à-dire les causes à d'autres territoires. C'est-à-dire les causes sont plus profondes dans les deux territoires que Lubumbashi et je sais pas pourquoi j'en passe. Vous savez, c'est les deux territoires. D'abord, il y a les territoires de Porto, même Mitoba, je pense, qui fait frontière avec la province de Tanganyika. Ok. La province de Tanganyika, c'est une province c'est la province la plus touchée par la sécurité alimentaire. La province de Tanganyika? Oui, dans l'espace Katanga. Ok. Alors, ça fait qu'il y a souvent beaucoup de gens qui viennent là-bas. Il y a les réfugiés qui sont là-bas, les déplacés, tout ça. Et il y a toujours des mouvements résurrectionnels là-bas. Il y a toujours des groupes armés là. Des groupes armés qui en fait aussi des, comment dire, des tribus qui ne s'entendent pas, toujours des guerres par-ci par-là. Ouais. D'ailleurs, ça fait que ça touche, les deux territoires sont plus touchés par ces phénomènes-là. Et donc, ça fait qu'ils sont le plus touchés par l'insécurité alimentaire. Moi, je pensais peut-être que ça devrait être beaucoup plus le Lubumbashi avec les problèmes démographiques que nous connaissons aujourd'hui. Bon. Le Lubumbashi s'agrandit et reçoit beaucoup plus de gens. Mais est-ce que les revenus aussi, ou soit les conditions ont été améliorées pour recevoir tout ce monde? Madame, je vais vous choquer. Le Lubumbashi, quand on analyse nos données, on se rend compte qu'au niveau de l'indice d'insécurité alimentaire, le Lubumbashi possède les taux les plus faibles. Mais quand on prend, parce que, comme je vous dis, c'est une évaluation approfondie. Donc, quand on veut mesurer l'indice d'insécurité alimentaire, on ne se limite pas seulement à l'alimentation. Il y a d'autres critères qu'on prend. Voilà, non? Il y a les stratégies que les ménages utilisent pour arriver à manger. Il y a la part des dépenses alimentaires dans les dépenses totales. Il y a aussi les SCA, donc les scores de consommation alimentaire. Et quand on a fait nos calculs, on s'est rendu compte que Lubumbashi, c'est la ville, donc si on prend Lubumbashi aussi comme un territoire, on le classe aussi comme territoire au même niveau que l'Ikasi et les autres territoires, on s'est rendu compte que Lubumbashi, c'est le territoire ou bien c'est la zone où on a plus de ménages avec une consommation alimentaire pauvre. Ok. Donc même nos territoires de Puerto et Mitoaba, au niveau de consommation alimentaire pauvre, le Lubumbashi est plus impacté par une consommation alimentaire pauvre. Et donc quand on parle de consommation alimentaire pauvre, on voit d'abord la diversité alimentaire aussi. Vous ne pouvez pas dire que chaque jour vous consommez foufou Thompson ou même foufou fait des manioc sans même diversifier les aliments ou même le groupe d'aliments et croire qu'on connaît en sécurité alimentaire. Ça ne marche pas comme ça. Ouais. En tout cas, vous nous apprenez des choses. C'est ça. Donc, au niveau de consommation alimentaire, il y a déjà ces problèmes-là. Donc, le Lubumbashi se trouve vraiment dans une situation où les gens ne mangent pas. Donc, le Lubumbashi a une consommation alimentaire pauvre. Mais qu'est-ce qui sauve le Lubumbashi? C'est maintenant les autres indicateurs, les autres indices. Entre autres, par exemple, les stratégies que les ménages utilisent pour son alimentation. Et même, je peux dire, pour toute la province du Haut-Katanga. Parce qu'on peut dire que plus de 70% des ménages n'ont pas utilisé des stratégies. Basées sur les stratégies pour arriver à se nourrir. Parce que nous tous, on utilise des stratégies de subsistance pour vivre. Ouais. Mais il y a des stratégies que quand vous commencez à les utiliser dans votre alimentation, ça montre déjà qu'il y a un problème. Ouais. Parmi ces stratégies, on a des stratégies de stress, des stratégies de crise et des stratégies d'urgence. Si déjà tu pars t'endetter pour manger auprès de la boutique du voisin, tu lui demandes, donne-moi un verre de sucre, un verre de riz, je vais te payer demain. Là, ce sont des stratégies de stress. Or, nous voyons ça fréquemment à Lubumbashi. Ouais, donc ce sont des stratégies de stress. Et c'est plus fréquent maintenant, même en milieu rural. Parce que là, maintenant, même les revenus est encore plus faible. Ouais. Pardon. Tu peux parler avec une autre. Si tu peux décrocher. Ok, on continue. Patienter qu'il puisse sortir. Ok. Alors, vous disiez donc. Donc, je disais, donc, on peut utiliser des stratégies. On peut utiliser des stratégies de stress.
Donc, ce n'est pas encore élevé. Donc, ça peut se mettre un peu de peur, tout ça. Mais quand on dépasse des stratégies de stress, on arrive à des stratégies de crise. Ok. Alors, des stratégies de crise, c'est par exemple, pour arriver à... Donc, vous n'arrivez plus à trouver à manger et vous vous dites, bon, pour manger, les enfants ne vont plus étudier. Ou bien que quelqu'un tombe malade, au lieu de l'amener à l'hôpital, vous dites qu'à l'hôpital, on va demander beaucoup. Beaucoup d'argent. Vous le gardez à la maison. Le gardez à la maison parce que vous avez aussi besoin de manger. Oui. Ouais. Donc là, ça devient des stratégies de crise. Donc là, vous êtes en crise vraiment. Ouais, parce que vous commencez même à réduire quelques dépenses essentielles pour votre ménage, pour satisfaire à vos besoins alimentaires. Et il y a maintenant des stratégies d'urgence. Et là, c'est grave. Donc parfois, on utilise des stratégies comme... on peut trouver des ménages où quelqu'un se prostitue. Oh. Les Indampe se prostituent pour nourrir sa famille. Pour nourrir la famille. Ouais. On peut trouver des ménages où le père peut devenir voleur à main armée. Oh. Ça, c'est aussi ces stratégies. Ouais. Pour arriver à nourrir sa famille. Parce que moi, je ne veux pas dormir affamé, alors que je sais qu'à quelques avenirs, il y a des gens qui vivent bien. Ou escroquer les gens. Ou bien escroquer les gens. Vous voyez c'est genre des stratégies-là. Là, on est vraiment en urgence. Oui, donc là, vraiment, ça veut dire que non, c'est grave. Ou bien, on peut même vendre même la parcelle. Ok. Donc, ce sont des stratégies où, quand on les utilise, donc on commence à utiliser des stratégies un peu qui nous exposent davantage. Parce que quand tu vends ta parcelle, peut-être pour enterrer ton frère, ou tout ça, en réalité, ça ne touche pas directement l'alimentation. Tu as vendu la parcelle pour l'enterrer. Mais au final, on se rend compte que tu as vendu ça, mais tu deviens locataire et tu as maintenant d'autres charges. Avant, tu avais ta maison, tu avais pas des difficultés en termes de loyer, tout ça. Mais en réalité, tu viens d'augmenter tes problèmes. Les dépenses. Tu vois, non? Ouais. Et donc là, ce sont des stratégies d'urgence. Donc là, ils peuvent vendre la parcelle, d'autres peuvent même déménager. Et vous avez vécu tout ça sur terrain? Oui, ce sont des cas qui arrivent. Des cas réels ici à Lubumbashi. Oui, quelqu'un peut déménager. Il peut habiter le centre-ville de Lubumbashi. Mais bon, il se retrouve dans une situation de crise. Il a connu un choc. Et déménage, il part habiter dans les périphéries. Ok. Ouais. Parce qu'on ne déménage pas quand on veut. Ouais. Donc, c'est-à-dire c'est aussi notre condition de crise qui a fait à ce qu'il puisse se déplacer et aller vivre là-bas. Pour lui, ça lui permet de diminuer le coût de la vie. Oui. Ouais. Ok. Alors, on continue toujours, mesdames et messieurs. J'ai reçu face à la caméra aujourd'hui monsieur Gérard Luangou. Il est directeur provincial de l'Institut national de la statistique. Avec lui, nous sommes en train de parler de l'évaluation, n'est-ce pas, approfondie de la sécurité alimentaire dans le Haut-Katanga en particulier, parce qu'on a voulu vraiment rester dans notre province, le Haut-Katanga. Alors, dites-moi un peu, avec tout ce que vous rencontrez sur le terrain, est-ce que c'est aussi dans vos attributions de formuler quelques recommandations auprès des autorités, question de lutter contre ce que vous avez trouvé? Oui, comme on a dit, on produit les statistiques pour que l'autorité puisse prendre de bonnes décisions. Et donc, ça va de pair qu'à la fin de chaque information fournie, parce que, bon, au-delà, parce que ce n'est pas seulement pour l'autorité, nos statistiques doivent aussi animer les débats publics. Donc, on doit mettre ces statistiques à la place publique de la population pour que chacun puisse savoir quelle est notre situation actuelle et voir comment est-ce qu'on peut changer ensemble la situation. Et donc, pour ces rapports, on a mis en place quelques recommandations. Il y a des recommandations qu'on a mises en place. Notamment? Bon, il y en a beaucoup, hein, mais je vais essayer un peu de... Quelques-unes? Oui, parce que dans les documents, donc pour ceux qui veulent voir tout ce qu'il y a comme recommandation, ils peuvent aller vers la fin du document. Il y a tout ce qu'il y a comme recommandation. Alors, on a donné comme première recommandation, c'est qu'il faut d'abord renforcer l'autorité de l'État. Ok. Ouais. Là, c'est plus pour nos deux territoires, Poito et Mitoba, parce que là, c'est un problème. C'est un problème parce que ce n'est pas normal que les deux territoires soient plus exposés à ce genre de choses. Ça veut dire qu'il y a un problème d'autorité de l'État. Parce que quand il y a l'autorité de l'État, les gens peuvent aller faire l'agriculture sans avoir peur de se faire tuer. Ok. Ou bien même ici, quelqu'un qui a été cambriolé dans son ménage,
du jour au lendemain, ils se retrouvent en insécurité alimentaire. Bien sûr. Hein. Vous voyez. Donc, il faut vraiment renforcer l'autorité de l'État. Mhm. En dehors de ça, on a vu aussi qu'il faut aussi faire en sorte de créer des programmes de l'agriculture adaptés à nos conditions de changement climatique. Mhm. On a aussi parlé que le gouvernement doit financer des projets de reboisement. Parce que dans cette évaluation, nous avons fait des analyses sur la cuisson. Donc, l'énergie que les ménages utilisent pour consommer, pour manger. Mhm. Et on s'est rendu compte que 99% des ménages dans les grands Katanga utilisent les charbons de bois. Ouais, la braise. Et donc, avec nos estimations, on s'est rendu compte que sur un mois, on consomme plus ou moins, donc on coupe plus ou moins 2,8 millions d'arbres. Mhm. Donc, c'est près de 100 000 arbres par jour. C'est énorme. Donc, on doit penser comment utiliser d'autres énergies pour arriver à se nourrir. Parce qu'on ne va pas aussi vivre sans se nourrir. Mais on doit changer les types d'énergie pour le reboisement. Et en faisant le reboisement, ça aura de l'impact sur notre environnement. Et on aura de la pluie. Ah ouais, parce hein, qu'il n'y a plus ça. la pluie. Parce qu'apparemment aussi, cette rareté a impacté Oui. beaucoup plus sur La sécurité l'alimentation. alimentaire, oui. Oui. Mais aussi, je me dis, il y a par exemple des territoires qui fournissent des produits alimentaires, des produits agricoles, mais il est peut-être difficile d'acheminer ces derniers jusque dans les villes, par exemple ici à Lubumbashi. Donc ça fait partie aussi des recommandations. Est-ce que les infrastructures aussi... ok, vous avez aussi tenu compte de ça. Recommandations, oui. On est même parti loin. Vous voyez, comme je vous ai dit, Lubumbashi, c'est anormal qu'on puisse être dans une ville où le taux d'insécurité alimentaire est faible, 9%, mais qui a un taux élevé de consommation alimentaire pauvre. C'est paradoxal en réalité. C'est paradoxal. Ça veut dire que même la culture élémentaire d'avoir même des petits jardins potagers dans nos parcelles, ça n'existe plus. On préfère payer tout au marché et ça nous rend de plus en plus vulnérables à l'insécurité alimentaire. Donc on a dit qu'encourager même ce genre d'initiatives, donc l'agriculture qu'on fait en milieu urbain, des petits potagers dans nos parcelles, c'est toujours bien. Ça pourra aider tant soit peu à soulager les ménages. Au lieu de payer chaque jour les légumes, vous avez quelque chose dans votre parcelle, ça va vous aider et ça aide même à la diversité alimentaire. Mais ça aussi, c'est un problème parce que c'est bien de demander aux ménages d'avoir des potagers, mais les potagers demandent de l'eau. Oui. Et s'il n'y a pas de pluie, c'est-à-dire on doit utiliser soit l'eau potable, l'eau du robinet, de la régie des eaux, soit le puits. Mais dans la plupart des familles, il faudrait dire que l'eau de la régie des eaux est devenue une denrée rare aujourd'hui. On a même mis ça dans les rapports. Ça aussi. Oui, vous allez voir. Mais aussi aujourd'hui, avec la rareté de pluie, le soleil devient tellement accablant que ça sèche l'eau de pluie. Les ménages se retrouvent avec des puits sans eau. Et donc, quand vous demandez aux gens d'avoir des potagers à la maison, je me demande comment les arroser. Bon, le gouvernement peut financer ces genres de projets. Ouais, les recommandations, c'est plus auprès des autorités. Ouais. Mais si vous, individu, vous êtes en mesure de faire ça, c'est toujours important. Ouais. Parce que normalement, il faut aider la régie des eaux. Parce que lors de l'enquête, on s'est rendu compte que dans tous les ménages, plus de 50% des ménages ont connu au moins un cas de maladie. Donc, ils ont connu des cas de maladie. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont eu besoin d'aller auprès d'un centre de santé et ainsi de suite. Ce qui n'est pas aussi intéressant. Vous voyez? Parce qu'on a même touché ça. C'est anormal que nous tous, aujourd'hui, les puits au forage c'est la première source d'approvisionnement en eau dans la ville de Lubumbashi. Mais c'est la réalité, en fait. Ouais. C'est ce qu'on a démontré même dans les documents. La régie des eaux ne fournit pas l'eau partout. Donc, c'est un défi que le gouvernement doit aussi voir. Je pense que c'est une affaire de 47% des ménages qui utilisent les puits. Maintenant, les conséquences, c'est quoi? Je parle toujours de l'environnement pour vous montrer un peu les conséquences. On a des toilettes qui ne sont pas améliorées. Parce que ça aussi, on a tout touché. Les toilettes non améliorées. On crée tout ça en désordre. Et puis, on crée aussi le puits, peut-être à côté ou bien à quelques mètres. Il y a infiltration des matières fécales et jusqu'à même à la contamination de la nappe phréatique qui nous donne l'accès à l'eau potable. Et donc, quand on prend ces genres d'eau,
facilement, même quand tu te protèges comment, tu vas te retrouver fièvre typhoïde. Aujourd'hui, demain, malaria, voilà. Et c'est des dépenses encore de c'est des dépenses sur le ménage. Et donc, ce sont des choses sur lesquelles le gouvernement, normalement, devrait dans lesquelles le gouvernement devrait s'impliquer. Ah oui. Pour arriver à corriger ce genre de choses. Parce que, permettez, M. Gérard, que je puisse peut-être, je ne sais pas si je vais vous scandaliser ou pas, mais moi, je vois des quartiers où la sécheresse en termes de l'eau de pluie est en train de s'accentuer sur base des forages. Oui. C'est-à-dire, c'est un quartier où tellement il y a beaucoup de forages. Selon comment je veux dire, les gens qui viennent pour forer, ils disent que le fait qu'il y a beaucoup de fourrage, ça tire les eaux vers, je ne sais pas moi comment, mais ça fait aussi sécher les puits qui ne sont pas forés, en fait, les puits manuels. Oui. Voilà, donc vous imaginez là où nous allons aujourd'hui. Si la régie des eaux ne fournit pas de l'eau et qu'il faudrait compter seulement sur les fourrages, sur une même avenue où vous avez des gens, par exemple, qui sont capables de se forer, les autres qui ne sont pas capables, c'est-à-dire ils vont mourir, ils vont rester sans eau. Même ceux qui sont capables de forer et aussi vont mourir. C'est ce qu'on doit savoir. Quand on cherche à avoir de l'eau soi-même, en réalité, la recommandation, c'est de donner les moyens à la régie des eaux pour qu'ils soient à mesure de fournir l'eau potable sans passer par les forages. Ouais. Mais à défaut de ce que du moyen au niveau de la régie des eaux, les gens vont continuer à forer. C'est grave. L'autorité devra normalement penser à cette situation aussi pour voir comment arranger ces genres de problèmes. C'est très pertinent et c'est très très important parce que même des maladies. Et il y a des gens qui, quand ils prennent l'eau de forage, ils tombent malades. Parce que rien ne nous garantit que c'est aussi potable. Hein. Ouais. Ça aussi. Hein. Rien ne nous garantit. Ça aussi. Cela. On se contente seulement de dire que c'est de l'eau potable, mais donc, avec il faut quand même prendre le temps aussi de consommer de l'eau potable. Parce que sinon, on ne devait pas avoir des cas pareils de maladies. Les maladies hydriques aujourd'hui, c'est fréquent. Ouais, choléra, fièvre typhoïde, tout ça. C'est ce qui touche plus le ménage. Quand on tombe malade, sur 10 personnes qui tombent malades dans un ménage, on peut dire 8 ont aussi la fièvre typhoïde. Ah, c'est toujours comme ça, hein? C'est fièvre typhoïde, malaria. Malaria, apparemment, deux jumelles qui ne veulent pas se séparer. Ouais. Alors qu'il n'y a rien qui les lie. Qui les lie. Ouais. Voilà. Parce qu'en réalité, ça veut dire qu'on consomme l'eau qui n'est pas potable. On peut croire que c'est potable, mais même quand on se lave, c'est aussi une consommation de l'eau. On a des trous sur le corps. Et ça peut toujours participer à ce genre de situations. En tout cas, on est en situation d'urgence face à cette insécurité alimentaire. En tout cas, mesdames et messieurs, votre émission Face à la caméra est en train de chuter. Nous sommes avec M. Gérard Luangou, qui est directeur provincial de l'Institut national de la statistique. Alors, déjà qu'on est vers la fin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez dire dans cette émission que vous n'avez pas encore évoquée jusque-là, puisqu'on est en train de chuter. En conclusion. Bon, en conclusion, au-delà des résultats qu'on a partagés ici avec vous, qui sont des résultats globaux, je peux peut-être vous dire qu'il y a les profils des gens, des ménages qui sont en insécurité alimentaire. Et lors de notre évaluation, on s'est rendu compte que les ménages dirigés par les femmes sont plus vulnérables, donc sont plus en insécurité alimentaire. Les niveaux d'instruction du chef de ménage a l'impact sur la situation de son ménage, donc sur la sécurité alimentaire. Donc, un ménage dirigé par un chef de ménage qui n'a pas un niveau d'instruction se retrouve plus dans une situation d'insécurité alimentaire qu'un ménage dirigé par un chef de ménage avec un niveau d'instruction élevé. On peut aussi dire, comme j'ai à le dire ici, donc, vous voyez les histoires de déménagement, tout ça, on change des logements, des résidents chaque fois. Ça fait partie aussi des phénomènes qui impacte la sécurité alimentaire, le fait de déménager en désordre. Mais, et pour finir, on peut aussi dire que la taille des ménages impacte aussi sur la sécurité alimentaire. C'est-à-dire le nombre de personnes dans le foyer. Oui, dans les ménages. Ça impacte aussi la sécurité alimentaire. Donc là, c'est pour nous donner un peu les choses pour qu'au cas où le gouvernement voudrait intervenir, les secteurs dans lesquels ils peuvent intervenir. Vous avez déposé ce document au gouvernement provincial? Oui.
Ok, via le ministère du Plan, bien sûr. On salue le ministre du Plan et Budget, son Excellence Jean-Didier Moulinda-Ibondo. Oui, oui, il a les documents, il a vraiment beaucoup apprécié les documents. Et on pourra présenter ça ensemble avec lui auprès du ministre pour qu'il puisse voir. Parce qu'il y a même des recommandations, même les ONG. Ok. Donc le gouvernement doit aussi collaborer avec les ONG pour pouvoir lutter contre cette situation. Parce que les ONG peuvent toujours aussi avoir des stratégies qu'eux utilisent déjà aujourd'hui pour arriver à enlever un nombre de ménages de l'insécurité alimentaire. C'est très, très important. En tout cas, on l'espère beaucoup et surtout que le budget a été voté. On espère déjà qu'en janvier, ici, le gouverneur de province, Jacques Yeboula Katoué, va tout mettre en œuvre pour que cette population se sente aussi soulagée quelque part. Mesdames et messieurs, nous parlions ici de l'évaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation d'urgence dans la province du Haut-Katanga. C'est une étude qui a été faite par l'Institut national de la statistique sur les 4 provinces issues du démembrement. Mais nous nous sommes intéressés beaucoup plus sur le Haut-Katanga, comme cela nous touche de près. Nous vous disons merci d'avoir été très nombreux à nous suivre à la télé. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis depuis la 88.0 Shalom FM, sur TikTok, YouTube, Facebook. Vous allez retrouver, n'est-ce pas, face à la caméra. Merci d'avoir été de nôtres. Monsieur Girard, je vous dis merci. Je ne sais pas, déjà c'est bonne année. Je sais pas moi, quelques vœux, je sais pas moi, à quelques personnes qui vous connaissent. Ok, merci beaucoup. Bon, mes vœux les meilleurs surtout à tous les agents de l'Institut national de la statistique du Haut-Katanga. Et bon, ce qu'on souhaite, c'est que l'année 2024 soit remplie de plusieurs études, tant dans le domaine des sécurités alimentaires comme d'autres domaines, qu'on soit plus conscient de notre mission en tant que Congolais d'abord et aussi en tant que fonctionnaire de l'État, pour qu'on puisse amener notre province au développement. Ok. Et moi, je vais vous souhaiter de beaucoup plus communiquer sur votre institut parce que, comme vous l'avez déjà entendu, en fait, une fois on discutait avec vous, je me suis dit, mais c'est facile de confondre l'Institut supérieur des statistiques à l'Institut national des statistiques. Mais je suis sûre que nos téléspectateurs, nos auditeurs sont édifiés et arriveraient désormais à faire la différence entre les deux. Et si vous communiquez encore davantage, je suis sûre que ça va permettre à ce que les gens vous découvrent de plus en plus et pourquoi pas vous solliciter pour telle ou telle autre situation pour arriver à avoir des chiffres précis, question d'améliorer les conditions de vie parce qu'on sent que vous êtes la clé de cette réussite-là, question aussi d'aider le gouvernement dans tout ce que vous faites. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. C'est sûr que c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. Merci aussi pour l'opportunité, parce que ce n'est pas donné chaque jour d'avoir des chaînes où on a le temps de s'exprimer comme ça et on est disponible à chaque fois si on publie des documents, on pourra toujours partager ça avec vous. Et s'il y a des émissions qu'on peut organiser sur ces genres de thèmes, il n'y a pas de problème. Merci. Oui. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Face à la caméra est terminé. Merci à Albert Famba qui a assuré la réalisation de cette émission. Nous vous disons bonne année chez vous, bonne année 2025 et au plaisir de se retrouver dans un autre numéro de Face à la caméra. Au revoir et bonne année chez vous.